Vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, les taux d'intérêt ne font que baisser et c'est pourquoi se pose la question de la rentabilité de l'assurance vie. C'est le thème des décideurs de la finance. Quelle est la vraie rentabilité de l'assurance vie? C'est la question que l'on se pose en compagnie des associés de Tessèdre et Associés. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas. Jean-Jacques Tessèdre, Stéphane Reynaud, heureux de vous retrouver, hein. Chaque année, on fait une petite promenade ensemble dans les jardins du patrimoine. Et je vais commencer avec une petite anecdote personnelle, si vous permettez. Hier soir, j'avais ma maman au téléphone qui, justement, me parlait d'assurance vie. Elle me dit, bon, quand même, là, c'est 1,6% en 2017. Qu'est-ce que je peux faire? Et je lui dis, bah, écoute, très simple, tu vas regarder cette émission que nous réalisons aujourd'hui ensemble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous entendez ça aussi? Mon assurance vie ne me rapporte plus rien. Bien sûr Thomas, effectivement, vous l'avez dit, les taux d'intérêt baissent depuis 30 ans en fait. Donc de plus en plus d'épargnants ont l'impression que l'assurance vie ne rapporte plus rien, voire qu'il n'y a aucun placement intéressant. Fort heureusement, la vérité est tout à fait autre. Ça reste un bon placement? C'est un bon placement, effectivement, donc c'est intéressant de développer ce thème-là. Pourquoi c'est un bon placement alors? Alors d'abord, je voudrais préciser que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale et juridique. C'est une enveloppe qui permet d'accéder à de multiples supports, qui est extrêmement souple, on peut verser et retirer son épargne quand on veut, elle est facilement adaptable aux objectifs des gens, elle apporte un avantage fiscal sur les revenus ou les plus-values et comme chacun sait, également des avantages en matière de transmission du patrimoine. On transmet des capitaux hors succession grâce à l'assurance vie. Mais l'assurance vie, ce n'est donc qu'une enveloppe fiscale et juridique. Ce qui va rapporter, c'est le support de son contrat d'assurance vie. Et on peut mettre plusieurs choses dans cette enveloppe. Voilà, il faut maintenant se poser la question, quel support je dois choisir pour avoir la meilleure rentabilité dans mon contrat d'assurance vie? Stéphane, justement, vous nous avez apporté un tableau qui montre qu'on peut trouver différentes rentabilités selon les supports. Oui, ce tableau montre que effectivement les fonds en euros ont rapporté en moyenne 1,5% en 2017. Votre maman a un petit peu de chance, elle est au-dessus de cette moyenne. Et sur 5 ans, les fonds en euros ont rapporté autour de 12% sur cette même période. On voit qu'avec les autres catégories de fonds, donc je vais les détailler, les fonds obligataires datés, les fonds prudents, les fonds à actions, sur ces fonds-là, on a des performances qui sont largement supérieures en 2017 et sur 5 ans, avec des moyennes très significatives. Donc sur cette période-là, ces supports auraient apporté une réelle diversification et une meilleure rentabilité sur cette période de 5 ans. Une dernière catégorie de supports que l'on peut mettre aussi dans son contrat d'assurance vie, ce sont les SCPI. Les SCPI qui présentent l'avantage de distribuer des revenus, donc avec une rentabilité qui va de 4,5 à 6%, et certaines ont pu avoir leur part qui s'est revalorisée également en 2017. Donc on a de très bonnes performances en 2017. Alors pourquoi cette confusion justement entre cette rentabilité et les supports? Oui, je crois qu'il faut revenir à l'histoire de l'assurance vie qui existe depuis plus de 40 ans, où effectivement massivement à l'époque, les épargnants investissaient sur le support en francs, support en francs, maintenant devenu support en euros. Donc on se retrouve aujourd'hui dans les encours gérés sur les contrats d'assurance vie à plus de 1600 milliards d'euros. On a 20% investi en unité de compte. Unité de compte, c'est tous les supports dont je viens de parler, c'est-à-dire les supports qui ne sont pas à capital garanti. Donc d'où la confusion pour l'épargnant de dire c'est massivement l'épargne qui est investie sur le support en euros qui rapporte de moins en moins année après année depuis 40 ans. Des fonds euros, Jean-Jacques, qui sont aussi un peu dans un piège parce que soit en effet les rendements continuent à baisser, soit il y a une réappréciation des taux d'intérêt et là aussi il y aura un décrochage. Alors, est-ce que les fonds en euros pourraient remonter en termes de rentabilité dans les prochaines années? Bon, à court terme, on ne l'imagine pas. Et comme vous l'avez dit, il est même souhaitable que les taux d'intérêt ne remontent pas trop vite. Ce serait embêtant pour tout ce qui est placement obligataire. Nous n'envisageons pas à très court terme une remontée du rendement des fonds en euros des contrats d'assurance vie. On peut penser que sur les 5 prochaines années, on va gagner probablement 10% avec un fonds en euros. Donc, qu'est-ce qu'on peut arbitrer? Quels sont les supports qu'on peut mettre dans un contrat? Alors, dans un contrat d'assurance vie, on va trouver déjà les fonds en euros. Alors, les fonds en euros traditionnels dont je viens de parler, depuis 3, 4, 5 ans, les assureurs
essaye de créer de nouveaux fonds en euros. On va parler des fonds en euros actifs, qui sont des fonds en euros qui apportent une garantie année après année. Et le gérant du fonds pilote le risque pour faire plus de performance sur une moyenne de 3 à 5 ans. Ensuite, il y a les fonds Eurocroissance, qui sont des fonds investis sur une durée beaucoup plus longue, 8, 10 ou 15 ans, mais eux qui n'apportent pas de garantie avant le terme choisi par l'épargnant. La garantie n'est contractuelle qu'au terme choisi par l'épargnant. Et ça donne l'attitude aux gérants pour investir plus en unité de compte et pour avoir une meilleure performance moyenne que le fonds en euros sur la même période. Et après, on a vu tout à l'heure les chiffres. Il y a les fonds obligataires datés, il y a les fonds flexibles, les fonds patrimoniaux, les fonds actions. Et depuis une dizaine d'années, on trouve également tout ce qui est support structuré ou fonds à promesse. Les fonds à promesse étant des fonds qui sont basés sur une promesse. Si un indice respecte une condition, le rendement qui est annoncé sera distribué et on a une garantie partielle de capital. Donc on comprend la mécanique, hein, plus on prend de risques, moins on accepte de garanties, plus on peut espérer un rendement élevé. Est-ce que le 100% garantie, ça reste uniquement le précaré des fonds euros, Jean-Jacques ? Oui, effectivement, hein. Seuls les fonds en euros, donc Stéphane l'a dit, euro classique, euro actif, euro croissance, apportent une garantie sur le capital. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'une garantie sur le capital ? Franchement, sur 10 ans, on n'a pas besoin de garantie. Tous les placements sont quand même positifs, même les fonds actions. Donc on a le choix. Comme la rentabilité et la sécurité n'habitent plus à la même adresse, il faut choisir entre les deux et certainement pas nager. C'est une bonne idée. Stéphane, sur quels critères on choisit ces supports d'investissement ? Alors, le premier critère, ça va d'abord être l'âge de l'épargnant. Le second, ça sera l'objectif de l'épargnant. Est-ce que cet épargnant veut percevoir des revenus ou capitaliser sur le moyen ou long terme ? Donc, s'il veut évidemment percevoir des revenus, on aura toujours tendance plus à privilégier les supports à capital garanti pour lui permettre de garantir ses revenus à période régulière comme il le souhaite. Sur la partie en unité de compte, là, ça va dépendre l'allocation va dépendre de sa sensibilité au risque avec le profil de risque qu'on va déterminer avec lui. Donc certains clients auront des parts d'unité de compte, de support qui fluctuent, un peu plus importantes que d'autres en fonction de leur appétence particulière. Et pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas finalement de notion de clé de répartition, de quantité, imaginons qu'en effet, je veuille prendre un peu plus de risques, mais dans quelle proportion ? Est-ce que là, on a des indices ? Alors, il n'y a pas de chiffre arrêté selon l'âge, mais une allocation 70-30, 80-20 en fonction du profil déterminé du client pourra être une unité de répartition. Des clients beaucoup plus jeunes pourront être à 50% en unité de compte, voire plus. Ça dépend aussi de quel support on parle. Un fonds vraiment action, on va peut-être garder que 20%. Si on est sur des fonds flexibles, on peut monter. On a vu aussi qu'on peut utiliser des SCPI. Voilà, donc on peut bâtir 50 euros et 50 diversifiés sans problème. En sachant qu'on peut arbitrer en permanence durant la vie de... Voilà, alors bien sûr, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement faire fluctuer son épargne. Donc on peut arbitrer, on peut très bien donc décider, si quelqu'un est à 100% sur un actif en euros, d'enlever 10, 20, 30, le pourcentage qu'il veut du fonds en euros pour l'affecter sur 1, 2, 3, 4 supports. Deux petites précisions, un arbitrage ne déclenche pas d'imposition. Contrairement à un compte-titre où quand je vends une ligne pour en racheter une autre, je suis imposé sur les plus-values. Dans un contrat d'assurance vie, un arbitrage n'est pas fiscalisé. Et deuxième chose, quel est le coût d'un arbitrage ? En fait, il va de 0 à 1%. Beaucoup de contrats ont un arbitrage au moins gratuit par an. Il y a des épargnants qui ont d'anciens contrats à 100%, monosupport, comme on dit, Oui. donc un petit peu dans ce piège des rendements décroissants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, effectivement, les contrats souscrits antérieurement à 1995 sont probablement des monosupports. Et on se pose la question, ce sont des contrats qui sont souvent mal rémunérés. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, plusieurs choses à regarder. Ce sont des contrats très anciens, donc le souscripteur est également certainement âgé. Il a donc acquis des avantages successoraux sur le contrat. Donc, faut-il perdre ces avantages pour gagner un petit peu plus ? C'est une vraie question. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Non, voilà, c'est un peu délicat quand même comme choix. On a également peut-être des contrats avec des taux garantis élevés. À l'époque, on avait un taux garanti de 4,5%, 3,5%. Peu de contrats, mais certains ont gardé la garantie aux grandes dames de l'assureur. Donc, c'est l'épargnant qui a ça, il faut absolument qu'il ne retire pas. Il faut s'y accrocher. Voilà, absolument. Et puis, parfois, on peut dynamiser un contrat
En termes techniques, ça s'appelle fourgousser un contrat. C'est-à-dire on va mettre 20% plus dynamique en gardant l'antériorité fiscale. Alors, bon, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains non plus parce qu'on dynamise une partie et pas toujours sur des supports intéressants. Alors, certains assureurs privilégient plutôt aujourd'hui la transformation en contrat euro-croissance, avec support euro-croissance, des supports dont on a parlé tout à l'heure, donc qui apportent un peu plus de garantie et qui permettent quand même de transformer son mono-support en multi-support avec fonds euro-croissance, plus les autres unités de compte qui sont disponibles en allocation libre, en arbitrage. Parce que la durée, en effet, est importante quand on investit. Comment est-ce qu'on la prend en compte selon qu'on est en fonds euros ou en unité de compte? Alors, en unité de compte, il y a une durée qui est préconisée par le gérant du fonds. Donc, cette durée est indiquée sur la fiche d'ici du fonds que nous remettons aux clients. Donc, les durées, selon les fonds, les catégories de fonds qu'on a montrées tout à l'heure, va de 3 à 5 ans. Donc, ces durées, c'est les durées minimum d'investissement ou durée d'investissement recommandée sur ces périodes-là. Donc, ça, c'est à prendre en compte, effectivement, par l'épargnant, pour avoir la performance qui est attendue, c'est-à-dire probablement une performance qui sera supérieure à celle du fonds en euros sur la durée recommandée. Sur les fonds en euros, les fonds en euros ont été choisis historiquement pour leur régularité de performance. À la limite, ils pourraient être choisis sur des durées plus court terme. Ah, il y a une autre question qui se pose quand on veut dynamiser en effet son assurance vie avec des supports, par exemple investis sur les actions, c'est à quel moment je dois rentrer. Beaucoup d'articles actuellement disent que les marchés financiers sont au plus haut, donc ça crée une petite angoisse. Alors c'est une question légitime. Alors je distinguerai deux cas. Le cas effectivement de l'épargnant qui dispose d'un capital, 100 000 euros par exemple, et qui a décidé ou qui a la volonté d'investir 40% en unité de compte. Et il se pose la question que vous soulevez, est-ce que je dois tout investir le jour J? Donc nous, ce qu'on va lui proposer pour lisser ce prix d'achat, c'est d'investir régulièrement sur les 12 ou les 24 prochains mois pour lisser son prix d'achat sur la période. Et puis, il y a le deuxième cas, c'est l'épargnant qui, lui, veut se constituer une épargne sur le moyen long terme, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans pour sa retraite. Et donc là, nous, ce qu'on va lui conseiller, c'est d'investir sur des fonds, voire très dynamiques, pour acheter régulièrement tous les mois des unités de compte très dynamiques pour avoir la meilleure performance sur la durée choisie par notre épargnant. Est-ce qu'on peut prendre un exemple pour simuler justement ce cas de l'épargnant qui va faire des versements mensuels? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, regardons sur les 10 dernières années, de 2008 à 2017. Je rappelle quand même que 2008, grande crise économique et financière mondiale, les bourses baissent de 40%, On au est moins tombé au fond le du CAC trou, 40, tout à fait. Quelqu'un serait rentré le 1er janvier 2008, 10 ans plus tard, en fait, en étant investi sur une SICAV indicielle sur le CAC 40, il serait à moins 4%, presque au niveau initial. Si cette même personne avait décidé de verser tous les mois pendant 10 ans, toujours sur le CAC 40, elle aurait gagné 30%. On voit ce que disait Stéphane, tout l'intérêt en fait de lisser le prix d'achat. Et je dirais que si cette personne-là avait été bien conseillée ou avait cherché à trouver une SICAV meilleure que le CAC 40, nous on a pris un exemple avec un fonds qu'on aime beaucoup, comme Odo Avenir Europe, en versant tous les mois pendant 10 ans sur ce fonds-là, on aurait gagné 98%. Tout l'intérêt de verser régulièrement. En ayant commencé par une baisse de moins 40% Oui. en 2008. Donc c'est une bonne technique à garder en mémoire. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans les autres pays européens? Est-ce que les épargnants ont des comportements différents de nos compatriotes? Alors, dans les autres pays européens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le fonds en euros, c'est une spécificité franco-française. Donc, on est les seuls à bénéficier de cette garantie en capital, de ce fameux effet de cliquet qui fait que son fonds en euros ne peut progresser qu'année après année. Donc, les épargnants des autres pays européens, des pays limitrophes, eux, ils sont plus habitués à avoir leur épargne qui fluctue. Donc, ils se tournent vers des fonds flexibles, patrimoniaux, obligataires. Donc, on va prendre l'exemple de l'Italie, la Suisse ou la Belgique, qui, n'ayant pas ces fonds en euros, se tournent vers ce type de fonds. Les sociétés de gestion françaises, d'ailleurs, l'ont bien compris, puisque maintenant, elles commercialisent leurs fonds dans ces pays-là. Les Allemands, par exemple, qui sont de nature un petit peu plus prudente, eux vont sélectionner des fonds à dominante obligataire. Donc vont aller sur des fonds un petit peu plus prudents. Et puis des pays comme les Pays-Bas ou la Finlande, peut-être avec une culture financière plus développée, vont être plus investis en actions. Donc c'est eux en 2017 qui ont eu leur épargne qui s'est revalorisée le plus en 2017. Bon, en conclusion, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on retient quand on est à 100% en euros?
d'abord, on peut retenir qu'il y a de belles choses à faire avec ses placements, avec son épargne. D'une part, il faut se diversifier, c'est évident. Les fonds en euros ont quand même un intérêt. Un fonds en euros, comme l'a dit Stéphane, est rémunéré de 1,5 à un petit peu plus de 2% pour les meilleurs. C'est quand même mieux que les livrets qui font 0,75%. C'est mieux qu'un dépôt à terme qui rapporte 0,25 à peu près. Et c'est mieux qu'une SICAV monétaire qui fait 0. Donc, il y a une utilité pour les fonds en euros, mais il faut quand même pas hésiter à se diversifier et il faut arrêter de regarder aussi son épargne tous les trimestres et raisonner un petit peu à long terme. Bon, avoir une vision longue. Et grâce à vous, on a pu la développer. Merci messieurs. J'espère qu'on fera un point dans un an à nouveau avec votre expertise chez Tessèdre et Associés. Et puis voilà, une petite dédicace à ma maman que j'embrasse. À bientôt. À bientôt, Thomas. Merci Thomas.